con las piernas haces unas cosas que parecen increíbles. ¿Eso hay un cierto razonamiento allí o es todo instinto? ¿O sabes que, mira, estoy viendo, es que tu cerebro va a milésimas de segundo súper rápido viendo que la pierna va para allá y la pelota tiende para ahí? Sí, bueno, sería una pregunta para tu cerebro, ¿no? Más que para el razonamiento, porque yo pienso que son situaciones que has vivido tanto o que has reproducido que tu cerebro las debe de almacenar de alguna forma, y cuando te encuentras en esa situación pues las hace de forma automática o de forma intuitiva, porque si no es muy difícil de explicar, porque en el fútbol no hay segundos prácticamente para pensar. Hoy en día creo que juego como jugaba hace 20 años en mi pueblo, con todo lo que he aprendido y con todo lo que me han enseñado, que ha sido a mejor, pero sigo siendo aquel niño que jugaba en el patio. Messieurs, bonjour à tous et à toutes. Je change juste le fond, j'ai oublié, c'est pas le bon. Clac. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la troisième soirée des podcasts Contrôle Pass. Toujours avec mes amis Bastien et Julien. Comment ça va, messieurs? Bastien, on commence avec toi, comment ça va? Bon, écoute, super, hein. De mon côté, tout va bien, tout se passe bien. Et comme hier, je suis tout autant pressé, tout autant ravi d'échanger avec deux nouvelles personnes. Super. Notre ami Julien, comment il va? Bah, écoute, ça va, la semaine elle s'enchaîne, que du plaisir chaque jour, donc c'est parfait. On va continuer ça et nickel, quoi. Super, on a eu beaucoup de retours hier sur le podcast de Thibaut. D'ailleurs, on a eu également du retour et je me permets de lancer le hashtag Julien Bernat. Hashtag Julien Bernat qui ressemble beaucoup à Juan Bernat hier. Donc voilà, le hashtag il est lancé, n'hésitez pas à commenter là-dessus. Depuis quand tu l'as préparé? Ouais, j'ai bien préparé ça. Du coup, aujourd'hui, on va recevoir nos amis de Funino qui sont juste en dessous. Ils sont là, je les vois juste en dessous. Je les ajoute pas encore. Je fais juste un petit point sur les lives. Toujours en commentaire, on peut ajouter les commentaires à l'écran. Donc ceux qui sont avec nous là, je vois là, ça se connecte tout doucement. N'hésitez pas à nous dire comment vous allez, comment ça s'est passé les 2 premières journées. Je sais que beaucoup ont demandé le live de la première soirée. Je vais y répondre maintenant. Avec l'accord qu'on a passé avec Periodization Tactica by Victor Fradé, le deal, c'était qu'on puisse faire intervenir Georget, qui puisse intervenir au nom de la structure, mais que derrière, ce soit eux qui soient garants un petit peu de ce qu'ils livrent ou ils livrent pas sur la périodisation tactique, et qu'à ce moment-là, il fallait que le live soit hors ligne. Donc voilà. On aurait bien aimé le partager, hein, comprenez bien, mais aujourd'hui, voilà, c'est le deal qu'on a passé avec eux, et puis on va essayer de respecter ce deal du mieux possible. Cédric Bélanger, bonjour à vous, les 2 premiers lives, nickel, j'ai lu le livre, hâte de voir, super, impeccable. Olympique Marquois Football, quelques petits emojis qui font plaisir, voilà, donc surtout n'hésitez pas à interagir pendant le live, on ajoutera les commentaires. On va ajouter, hop, nos 2 amis à l'écran. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonsoir. Super, merci d'être avec nous. On a décalé un petit peu l'horaire, on a commencé à 20h, on a voulu laisser un petit peu tout le monde faire le petit apéritif. Juste avant de manger, on vous prend une petite heure. Voilà, on va faire une petite présentation. Il y a du monde un petit peu là dans les commentaires. Salut à tous. On va vous laisser vous présenter. Présenter tranquillement déjà vous en tant que personne, présenter un petit peu le concept. Derrière, je sais qu'il y a une petite présentation. Pour les gens qui sont avec nous, on l'affichera juste sur le côté, mais dans un premier temps, on vous laisse vous présenter. Bonsoir à tous. Moi c'est David Gonzalez et Émeric Gonzalez. Donc, il y a 5 ans, comme on disait tout à l'heure, il y a 5 ans, on a découvert une méthode qu'on a essayé de mettre en place avec le groupe qu'on avait à l'époque, qui était un groupe de U13. On s'est vite intéressé un petit peu à la méthode, on a fait des recherches et au fur et à mesure, en la mettant en place, on se disait que c'était dommage que cette méthode-là n'était pas connue en France, et on a contacté les ayants droit de l'auteur pour pouvoir proposer la première traduction d'un des livres d'Orsvein en français. Donc, Okay. ça, c'est Funino, en fait, le livre qu'on a sorti là ici au mois d'octobre, qui est la traduction au départ d'un livre en espagnol. Donc, on est tous les deux éducateurs, hein, plus responsable de l'école de foot, et moi-même, je suis éducateur.
On est super content de la vidéo d'entrée. Je pense qu'elle va bien un petit peu illustrer le propos qu'on va essayer d'avoir aujourd'hui et on va remercier on va saluer nos amis marquois. Super, super. Oui, en effet, hein, j'ai pas pris le temps de revenir sur la vidéo, mais voilà, c'est une vidéo qu'on avait publiée plus tôt dans l'année, il y a 1 an maintenant, sur Control Pass, avec Iniesta, hein, qui dit bien que c'est des questions qu'il faut poser à son cerveau, à son inconscient, qu'aujourd'hui il réfléchit pas quand il tire, quand il dribble, etc. Et qui dit bien que voilà, c'est ce jeu dans la rue juste avant de se connecter, forcément quand on était en off, c'était le débat qu'on avait un petit peu, c'est est-ce que les enfants aujourd'hui sont plus ou moins passionnés, on peut moins jouer dans la rue, etc. Je pense que c'est des choses que vous avez peut-être développées. Un petit coucou à nos amis Lilian ici, José, Damien, etc. Il y a un petit peu de monde dans les commentaires. Messieurs, la scène est à vous. Comment ça se passait pour les gens qui sont sur le côté? Il y aura une petite présentation. Voilà, qui va durer 15-20 diapos, un peu de vidéo, et derrière les questions, on les fera apparaître aussi pendant. On va pas hésiter à que ce soit interactif, et nous derrière on se gardera un temps parce qu'on a quelques questions aussi. Nous, l'air de rien comme ça, on ne croirait pas, mais on bosse un peu on bosse notre sujet. Mais voilà, messieurs, je vous laisse la main, c'est à vous. Merci. Je m'installe et je prends plaisir. Donc, un peu pour mettre les choses un peu au point sur ce terme Funinho, en fait, c'est l'abréviation, hein, comme c'était un livre en espagnol, de football à la medida del niño. Hein, donc, c'est le football adapté à l'enfant. Hein, on a le niño, en fait, c'est l'enfant. En fait, après, il y a eu un gros succès en Angleterre. Donc, les anglophones, eux, traduisent plus par fun et igno à la fin. Hein, c'est un peu les jeux des langues. Donc là, en fait, on voulait vous proposer un autre éclairage par rapport à ce qu'on avait fait la présentation avec les éducateurs belges. Là où sur les éducateurs belges, c'était plus sur l'intelligence de jeu. Là, on voulait vous présenter, en fait, rentrer vraiment dans la méthode Funinho et avec l'intitulé « Quand les enfants apprennent à jouer comme des pros ». Donc, sur cette provocation, en fait, un peu qu'on a voulu faire, il y a 2 questions, en fait, qui se posent. C'est comment les enfants apprennent, qu'est-ce qu'un enfant? Et la deuxième partie, en fait, de notre présentation, c'est qu'est-ce que jouer comme un pro? Et vous avez remarqué le petit clin d'œil avec l'émission d'hier, hein, on a mis Bernardo Silva à côté. Parce que... le petit clin d'œil est validé. Donc là, ici, on va vous présenter un peu la question du modèle. Hein, qu'est-ce qu'un modèle de formation? Donc, l'auteur Orsweigne, pour vous présenter assez brièvement, alors c'était une personne qui était dans le hockey sur gazon, qui a connu rapidement, on va dire, le succès en tant qu'entraîneur international. Il a gagné, je crois, il était champion d'Europe. Et médaille d'argent. Médaille d'argent. Il va être confronté, en fait, avec la formation des jeunes enfants, avec ses propres enfants, qui refusaient, en fait, sa méthode d'entraînement. Donc, à partir de ces premiers obstacles, en fait, il s'est intéressé, en fait, à l'enfant et s'est surtout rapproché, en fait, de Jean Piaget, hein, qui proposait, en fait, un stade de développement pour l'intelligence logique. Hein, ce qui est assez, je veux dire, marrant, en fait, entre ces 2 personnes, Orsweigne et Jean Piaget, c'est qu'ils ont tous les 2 fait le même processus, en fait. Orsweigne a une connaissance très profonde, on va dire, du sport de haut niveau, et Jean Piaget, en fait, pour construire son escalier, en fait, de stade de développement, s'est intéressé en premier à ce que c'est l'intelligence logique. Hein, il l'a défini, il l'a étudié, il l'a analysé. On a la même chose, c'est Orsweigne, hein, qui a fait des recherches, qui a analysé, en fait, le sport de haut niveau. Dire juste pour l'anecdote, il faut savoir que Orsweigne, dans les années 70, avec son magnétoscope, il a enregistré les matchs et il faisait des analyses tactiques déjà de vidéos qui étaient un peu un précurseur pour son époque. Donc, ce qu'on peut remarquer, comme Jean Piaget s'intéresse surtout à l'école et on va dire l'intelligence logique, hein, on va de la naissance jusqu'à adulte et on a aussi 4 marches. Hein, et ici,
précisément, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle opération concrète. D'accord? Pour Horsvein, l'opération concrète commence ici avec Founigno. Il propose en fait vraiment un chemin, marche après marche, jusqu'au football à 11. Il propose 3 marches intermédiaires, qui est Formigno, football à 7 et football à 8. Quand on a étudié un peu les différents écrits de Horsvein, on remarque en fait il y a beaucoup de recherches sur cet escalier-là. Il a même changé des fois des marches, qui a enlevé, qui a recréé, hein, comme le football à 8, c'est apparu quand même dernièrement. Le football 4 contre 4 a disparu de son escalier. Ce qu'on voulait vous faire aussi remarquer sur cet escalier-là, c'est qu'il n'y a pas de marche avant Founigno. Ça veut dire que pour Horsvein, le football commence vraiment à 7 ans. Je vais te dire, il était assez ferme là-dessus. C'est que tout ce qui est en dessous de 7 ans, il insistait en fait ce qu'il appelait sur le développement des mouvements de base ou de la motricité grasse en fait aujourd'hui. Hein. L'enseignement du football, qu'il appelait comme un sport tardif, commence à partir de 7 ans. D'accord? En fait, il y avait vraiment deux arguments. L'enfant avant 7 ans n'est pas en capacité de comprendre le jeu. Et si on commence trop précocement une motricité spécifique ou fine, on risque d'engranger des blessures très graves en fait à l'âge adulte. On va fragiliser en fait certaines parties du corps chez l'enfant. Il faut que l'enfant se développe en fait de manière globale. Enfin, on a remis la petite photo ici sur la nature. C'est un peu le clin d'œil aussi à la complexité. On a vraiment 3 images hologrammiques, hein, qui reflètent l'une sur l'autre. On a un modèle de développement qui respecte entièrement le développement dit naturel. Et on remarque aussi sur la flèche qui est sur Jean Piaget, on essaie bien sur un développement qui est non linéaire, qui est par stade, mais non linéaire. Hein, donc ça, c'est important, c'est que il y a jamais de point fixe dans un développement, c'est toujours… mais il y a des stades où on a une stabilisation un petit peu de ses capacités. C'est un point qu'on trouve de plus en plus important parce que quand on est aussi éducateur et lorsqu'on a proposé en fait ce modèle, on a été confronté surtout à un discours où les meilleurs avec les meilleurs, avec le meilleur entraîneur contre les meilleurs. D'accord? Donc ça, en fait, cette affirmation-là, elle induit en fait la pensée que le développement est linéaire. D'accord? Et c'est que les meilleurs d'aujourd'hui seront forcément les meilleurs de demain. Si on a une pensée linéaire. Tandis que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. On va passer. Ça vous va? C'est bon? Impeccable. Oui. Impeccable. J'allais dire, je me rappelle, ça m'embête, hier on en parlait, mais il y a des gens qui ont la capacité de poser des références en les sourçant les trucs. Moi, je vais vous dire, j'ai le souvenir d'eux. Mais dans une lecture, il y avait en effet une enquête sur les jeunes qui avaient fait la Liga Promise, qui est un peu la Liga des jeunes qui se déroule plus là en ce moment avec le Covid, etc. Puis ils avaient fait cette même enquête sur 5 ans après, ces jeunes-là, où ils étaient. Et finalement, pareil, le pourcentage était absolument pas incroyable et que finalement, en effet, ces jeunes qui font les Liga Promise, à l'époque, c'était à Dubaï, etc., bref, n'étaient pas forcément les jeunes qui intégraient derrière les équipes professionnelles ou même ne serait-ce que le monde professionnel 5 ans après. Donc aujourd'hui, je vous rejoins complètement là-dessus. Sur on pourrait parler tout un tas de choses, des recrutements très tôt, etc. Comment à 11 ans savoir que, enfin, voilà, je vous rejoins totalement. De toute façon, on a les chiffres. Hein. Je pense qu'un U10 qui rentre, on va dire, dans une structure pro, c'est 7%. Ceux qui vont arriver jusqu'en U19. Jusqu'en U19. D'accord. C'est vraiment très, très faible comme taux. Je pense qu'il n'y a aucun investisseur qui mettrait de l'argent dessus. C'est sûr. Donc, en fait, voilà, on veut dire tout ce qui va être U9 élite, U10 élite, U11 élite, en fait, la méthode, en fait, s'oppose complètement et elle propose plus, en fait, un mélange de niveaux, un mélange d'âge pour optimiser le développement et la progression des enfants.
Donc là, en fait, on voulait présenter par ce tableau-là, en fait, les différentes capacités en fonction de l'âge des enfants, puisqu'en fait, avec Piaget, on était plus sur l'intelligence logique et formelle. Ici, dans le foot, en fait, on a vraiment d'autres dimensions de l'intelligence, en fait, qui est requise. Alors, sur le tableau, je ne sais pas si c'est lisible pour tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Donc là, en fait, on a vraiment des mots en fait, qu'on trouve qui sont de plus en plus importants pour le football et qu'on n'entend pas encore assez. En fait, c'est le mot de relation. Donc, on a relation socio-affective, relation espace-temps, spatio-temporel, et enfin, ce qui nous intéresse également, c'est la motricité. Donc, on voit en fait une progression, je veux dire, pas à pas, d'un enfant de U7 jusqu'à U15, en fait, de ces différentes perceptions. Sur la relation spatio-temporelle, on a moi et mon corps. On voit un enfant qui est très centré et qui apprécie même ses mouvements de base. Un enfant de cet âge-là adore courir, sauter, il prend déjà plaisir juste à bouger, en fait. Petit à petit, sur la catégorie qui nous intéresse, en fait, U8 jusqu'à U11, on a moi et mon copain. On a vraiment le début de la relation sociale, qui est des fois mon meilleur copain. Après, sur U12, U13, on voit en fait que la sociabilité, elle s'agrandit. On va vers moi et mes copains. On est vraiment la troupe, la bande de copains. Et enfin, en fait, on va vers l'abstraction vraiment des relations sociales, qui est moi et mon équipe, avec un objectif qui se définit dans le temps. Sur le spatio-temporel, on voit la même chose. Un enfant, en fait, c'est le proche et l'instantané. Il vit vraiment dans le ici et maintenant. Sur petit à petit, en fait, on voit que son univers s'agrandit. Et enfin, sur la motricité, on a eu un peu on vous a présenté tout à l'heure. On a sur U6, U7, il faut vraiment insister sur cette motricité générale, qui est super importante pour cet âge-là. Et petit à petit, en fait, on va rentrer dans la motricité fine, et la motricité, ce qu'on appelle maintenant avec la complexité spécifique. Je voulais juste vous citer un peu Boris Cyrulnik. Donc, l'enfant a une vision du monde qui s'élargit avec le temps, au fur et à mesure de son développement cognitif et de ses interactions extérieures. On voit que l'escalier, en fait, proposé à Horsvein suit vraiment l'évolution et la progression des capacités de l'enfant en faisant agrandir, en fait, son environnement de jeu. Ce qui est important aussi, c'est que c'est un des grands défis aussi de notre époque où on parlait tout à l'heure de la sédentarisation, c'est que maintenant, les enfants sont de moins en moins à l'extérieur, ils ont de moins en moins d'opportunités de pouvoir appréhender des mouvements. On parle de la motricité générale et c'est, je pense que encore plus avec cette période qu'on vit là actuellement où entre guillemets le sport est un petit peu au ralenti, les enfants peuvent plus aller dans les salles, ils peuvent plus pratiquer la danse ou peu importe n'importe quel autre sport. Vraiment, c'est le défi de demain, je pense, qui sera sur les enfants avant 7-8 ans et de leur proposer justement que la grande majorité des enfants puissent acquérir ces mouvements de base qui sont courir, sauter, jeter, attraper, lancer. Et normalement, ce n'est pas du domaine d'un sport spécifique comme le football de travailler sur ces choses-là, mais peut-être qu'on va être obligé de le faire aussi dans les temps futurs. Enfin, on a ajouté en fait les cercles, en fait, vous voyez juste à côté, qui est pour nous en fait le saut de complexité. En fait, c'est la nouvelle vision qui va apparaître de plus en plus. En fait, le problème du tableau, c'est qu'on a l'impression que chaque stade efface l'autre. D'accord ? Là, on est plus sur une évolution dite organique, complexe, c'est que chaque stade existe encore enfoui dans l'autre. Un peu, si on va revenir sur la première vidéo d'Iniesta, en fait, lui, il ne pense plus, mais c'est enfoui, en fait, on va dire, dans son cerveau profond. Et c'est toutes ces expériences-là, en fait, qui reviennent, et sans passer par un raisonnement dit intellectuel ou d'intelligence. Donc, là, par exemple, en discutant avec d'autres éducateurs,
à partir de U14, U15, on voit des enfants en fait, qui vont rentrer en puberté, ils vont avoir le cœur qui change énormément. Et c'est un âge aussi où on a un retour aussi à moi et mon corps, hein, qui vont chercher plus des performances athlétiques, etc. Donc, ça peut être une bonne réflexion aussi pour voir l'évolution en fait, de ces différentes marches proposées par Orswing. Si tu as des questions, Jérémy ou Oui. Non, là, je pense que les gens sont comme moi sur le côté, attentifs et ils boivent les paroles pour le moment. On va continuer alors. Exactement. Alors, sur ce tableau-là, en fait, on voulait aussi présenter les différents chemins en fait, que peut prendre en fait, les réflexions sur la formation des enfants et poser avec vous à quel âge on peut vraiment optimiser ce qu'on appelle l'intelligence de jeu, hein, chez l'enfant. C'est vrai ce que Foligno en fait, affirme que c'est 8-11 ans, mais pourquoi on ne pourrait pas le faire après? Je veux dire, on n'a pas encore eu cette question par d'autres personnes, mais je veux dire, elle aurait pu être… Donc, on voit ici, on a repris en fait sur les recherches du développement de la flexibilité cérébrale ou plasticité cérébrale. On voit 3 étapes. On voit que l'enfant, en fait, on a un très haut une production neuronale, hein, et on va avoir une baisse en fait en vieillissant. Ça veut dire que plus l'enfant en fait grandit, hein, et plus en fait notre production neuronale baisse. Hein, je veux dire, sur les chiffres, on a à peu près 70% de perte de connexion neuronale d'un enfant jusqu'à un adulte. Donc, on voit que c'est l'enfant qu'il faut en fait optimiser en fait, la recherche de connexion neuronale au niveau du jeu. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. C'est très clair. Oui, et on peut mettre en fait en parallèle en fait le tableau qui est à côté, c'est le développement physique. Donc, comme on disait tout à l'heure, on a vraiment ici on a un palier en fait pour les enfants correspondant à l'école de foot où on a un développement en fait physique qui est très stable, hein, chez les 8-11. Hein, on a vraiment des enfants qui grandissent tout doucement, hein, et qui correspond en fait à une très haute activité cérébrale. Tandis que quand le corps va commencer à grandir, en fait, toute l'énergie va se concentrer de notre corps sur le développement physique. Hein, là, on va avoir une baisse ici de l'activité cérébrale. Hein, je veux dire, au niveau cérébral, ce qu'on appelait sélection neuronale, on appelle ça aussi l'élagage neuronal. Ça veut dire que l'enfant va commencer à sélectionner en fait les parcours neuronaux les plus efficients. Donc, on voit encore une fois par rapport aux dernières études qui ont été faites au niveau des neurosciences, l'intuition en fait d'Orswing qui avait affirmé que l'intelligence de jeu commence et doit se faire entre 8 et 11 ans. Ça va? Pas des questions? Impeccable. On est, de temps en temps, si vous sur le retour que vous avez sur le téléphone, de temps en temps, quand c'est des trucs un peu plus peut-être petits, moi, je sais juste que j'enlève de temps en temps les caméras. Oui, pas de problème. Voilà, on suit, on est impeccable. Donc, on voit bien en fait chez l'humain, en fait, ce qui est assez caractéristique, c'est que dans notre croissance, en fait, chaque partie ne croît pas au même rythme. Hein, d'accord? On voit que le cérébral et le physique, en fait, on a vraiment 2 rythmes de croissance. Alors, messieurs, j'ai une petite question du coup dans les commentaires. Coach Johan qui nous dit c'est à quel âge le pic de développement physique? On ne voit pas très bien. C'est à peu près 16 ans, c'est fin de puberté, 16-17 ans. Ouais. Ah. Ok, très bien. Après, on est toujours sur des… il existe d'autres courbes sur le développement précoce, le développement moyen, le développement tardif. Et je pense qu'à partir de 12 ans, on entre vraiment dans un moment charnière où, selon les enfants, on va avoir un développement selon l'âge qui est vachement différent. Ok. Et on a entendu, il y a eu aussi… je pense que dans les centres de formation et dans le football, ces réflexions, elles ont été prises et on a eu, vous avez certainement entendu parler du biobending. Et c'est vraiment à ces âges-là que c'est vraiment très important. Si vous voulez, ce qu'on remarque, c'est que si un enfant grandit vite, il va dépenser moins d'énergie au niveau de son cerveau.
Hein. Et quand il peut dépenser beaucoup d'énergie avec son cerveau, ben, il grandit moins vite aussi. On a l'impression que c'est connexe, l'un et l'autre. Très bien. Enfin, là, on rentre vraiment, on s'installe vraiment sur la marche Funinho, hein, sur les enfants de 7 à 10 ans. Alors, au lieu de dire en fait toutes les capacités, ce qui est intéressant en fait chez Horsvein, c'est qu'il va découper en fait en 3 les capacités. On a le niveau cognitif, le niveau moteur et le niveau socio-affectif. Hein, je veux dire, si on se réfère à ce qu'on nous a dit à la FFF, qui découpait en 4 niveaux, qui étaient athlétique, tactique, technique et mental. En fait, Horsvein découpe en fait pour l'observation du joueur et pour son évaluation. Hein, il découpe vraiment 3 niveaux différents. Donc, on peut s'arrêter, ce qu'on avait déjà dit en fait sur le niveau moteur. On voit en fait que c'est un âge où la motricité fine va se développer tout doucement. On aura une amélioration de la coordination et de la rythmique, une meilleure précision et une meilleure efficacité. Sur le niveau cognitif, hein, on a l'apparition tout doucement de l'intelligence logique. Hein, c'est vraiment comprendre en fait ce que je fais, en fait les causes et les conséquences de mes actions. Hein, une capacité aussi à objectiver la réalité. Hein, c'est la fantaisie laisse tout doucement la place à l'analyse. Et petit à petit, on a une meilleure capacité d'attention. En fait, dans le modèle d'entraînement d'Horsvein, en fait, ce sont des mini-ateliers. En fait, on a vraiment un changement tous les 15 minutes, en fait, pour garder au maximum l'attention des enfants, cette soif d'apprendre. Hein, je veux dire, lorsqu'on va leur proposer vraiment des séances d'entraînement où il est acteur, on voit des enfants qui sont de plus en plus concentrés. Enfin, le niveau socio-affectif, hein, qui nous semble vraiment une nouvelle approche très intéressante, hein, pour le développement du joueur. Hein, on est au tout début de la phase de socialisation. Ouais, on avait dit le moi et mon copain, les très grands. C'est un enfant qui arrive avec beaucoup d'enthousiasme et de confiance pour se livrer à des jeux. Hein. Il commence à acquérir en fait ses propres critères moraux. Et enfin, il y a un grand intérêt pour la collaboration. Parce qu'on me dit, est-ce que les enfants d'aujourd'hui sont toujours intéressés par le football? Moi, en tant que responsable d'école de foot, je suis toujours surpris en fait d'avoir des coups de téléphone de parents en fait qui sont complètement hors du monde du football. Et c'est les enfants qui poussent vraiment leurs parents à venir s'inscrire au foot. On voit vraiment, en tout cas pour l'école de foot, c'est vraiment un âge où encore pour les garçons et les filles, où le sport collectif, hein, c'est quelque chose de très important et de prédominant. Impeccable. Impeccable. Donc, en fait, c'est le modèle que propose Horsvein. Il essaye de se calquer sur la nature. En fait, il propose de pouvoir travailler sur les capacités que les enfants développent eux-mêmes naturellement à cet âge-là. Et je pense que vous avez peut-être lundi essayé de discuter sur une notion qui était fluir en espagnol. Donc, en fait, c'est un modèle qui glisse parce que c'est un modèle qui correspond à leur âge. Donc, l'apprentissage que eux, ils vont avoir, c'est pas un apprentissage qui va être forcé. Hein, donc, c'est vraiment d'essayer de bien comprendre leurs capacités pour leur proposer un modèle qui soit adéquat à leurs capacités. Hein, ce qu'il disait, c'était le modèle de formation pour les enfants, il doit être comme leurs chaussures, parfaitement adapté. Hein, on ne va pas demander à un enfant de jouer avec une paire de 43. Hein, on lui achète une paire de chaussures qui est à sa taille. Et l'entraînement et sa formation, il faut que ce soit à sa taille. Ça va être le petit moment pub de l'intervention où je vais mettre un petit lien, le lien de votre blog que j'ai consulté un petit peu en préparant ça hier et ce matin, et j'ai apprécié, adoré la vidéo. J'aurais pu la mettre, mais la vidéo de la fédération anglaise qui a demandé à des adultes de jouer sur un terrain à des dimensions incroyables, avec des buts incroyables, alors en disant allez maintenant jouez
Et dites-moi, en gros, voilà, est-ce que vous prenez du plaisir à ce truc? Et du coup, c'est une petite fille qui joue le rôle un petit peu de l'entraîneur. Et c'est vrai que la vidéo est ironique, mais elle est ô combien réelle, où on voit au départ des enfants qui tirent, qui fait le 6 mètres, mais le ballon il finit 2 mètres devant. Où moi j'ai ces images en tête où le plus criant, c'est quand on veut lancer le ballon dans le panneau de basket et qu'on n'a pas assez de force pour le lancer en fait. Et que ça touche le bas de l'arceau et que le ballon nous revient sur nous, quoi. Ouais. Et je trouve que cette vidéo elle est parlante, hein. C'est la symbolique de aujourd'hui. On coach forcément comme on a été coaché, mais on a été coaché dans les années 17-18 ans et on va faire ce même coaching-là aujourd'hui sur des petits. Et il y a aussi une image de votre page Facebook Féminino France avec des verbes un peu sur l'approche qu'on va qualifier un petit peu d'ancienne, de corriger, exécuter, machin. Et aujourd'hui, cette approche-là qui va plutôt être de stimuler, transmettre, valoriser, etc. Et aujourd'hui, je pense que c'est en lien avec ce que vous venez de dire. Après, c'est ce qui est vraiment pour nous super frappant, c'est que Founino, en fait, propose vraiment une méthode qui correspond aujourd'hui aux demandes du football du haut niveau. Ça veut dire qu'on peut parler, en fait, qu'est-ce que sont les coachs qui sont à la mode. On voit vraiment qu'ils s'inscrivent, en fait. Ça existe, c'est dans le bouquin, en fait. Hein, ça veut dire ils instruisent plus, le joueur n'est plus un exécutant. Hein, c'est un créatif. C'est quelqu'un qui va prendre ses propres décisions. Et on voit que à l'école de foot, on peut, en restant toujours, on va dire, modeste, hein, vivre aussi ces moments-là avec des enfants. Ouais, je veux dire, et même pour, normalement, un éducateur, c'est des moments qui sont vraiment riches à vivre. Hein, je veux dire, hein, plutôt que d'être sur le côté et toujours de demander à des enfants, fais ci, fais ça, je veux dire… Et on voit vraiment le plaisir en fait qui apparaît de venir d'aller coacher des enfants qui grandit aussi pour les éducateurs. Je partage très rapidement l'image que j'évoquais qui vient de votre page Facebook Féminino France où voilà, nous on essaie de se reconnaître dans cette partie de gauche, stimuler, motiver, développer, guider, éveiller, enthousiasmer. Et ça rejoint aussi une conversation que j'avais eue avec Pierre Mazet, qu'on a eu aussi sur la périodisation tactique là au début de 2 semaines, où en fait aujourd'hui on sort un petit peu, et il me semble que c'est l'initiative un peu de Paco Cirulo, c'est qu'on ne peut pas remplir le joueur, c'est-à-dire on ne peut pas voir le joueur comme quelque chose qu'on va donner, tiens voilà je te donne ça et grâce à ça tu vas être meilleur, plutôt une notion d'émergence, et je reviens sur votre site, hein, c'est que je le remets, mais vous en parlez beaucoup, qu'en fait, on va plutôt essayer de faire émerger via le jeu, via tout un tas de choses, des comportements où le joueur est en lui. Ça aussi, c'est Pierre qui publie beaucoup dans ses posts sur Twitter, que le jeu est déjà dans le joueur, en fait. C'est que c'est à nous de permettre l'émergence et pas forcément de lui donner, tiens, un petit bout de jeu, un petit bout de jeu. Et grâce à ça, à la fin, normalement, U19, tu auras tout le jeu et tu seras le meilleur joueur. Et c'est pas forcément le… Orsven, il y avait une phrase un petit peu comme ça, c'était… les enfants ne sont pas des vases vides qu'on doit remplir. Ils sont plus des enfants qui sont pleins de talent, qui demandent juste à être stimulés. Donc, on revient un petit peu dans ces… on a un petit peu aussi maintenant, je pense qu'avec l'apport des neurosciences, on a aussi un petit peu entre guillemets, sur les dernières recherches, que l'enfant, il n'est pas vierge. Il y a des capacités en lui et il y a une intelligence aussi en lui. Donc nous, on est juste là en fait pour l'accompagner, en fait, créer un environnement qui est sécurisé et où il puisse en fait venir s'exprimer. Je veux dire, ce qu'on demande maintenant à un adulte, hein, avec la méthode Founino, on le commence en fait vraiment à l'initiation du football. Hein, ça veut dire que aujourd'hui, en fait, on est en 2021, on est en webinaire avec Contrôle Pass Éducateur, mais on parle du football de 2030. On parle des joueurs qui vont apparaître en 2030. C'est super important. Ça nous laisse vraiment le temps pour le développement et pour la progression en fait de chaque enfant. On n'est plus sur des résultats tout de suite, hein, sur cette société qui veut consommer tout de suite en fait. Et avec les enfants, faut réapprendre à prendre du temps. Alors, il y a dans les commentaires des gens attentifs
Soufiane, Shérif, qui nous dit c'est ça, on allume des feux, c'est pas des vases qu'on remplit, c'est des feux qu'on allume, c'est ça. Et Basile aussi, qui était aux aguets, qui interviendra vendredi avec nous, c'est ça, des feux que nous devons allumer, exactement. C'est ça. On vous laisse continuer, Monsieur Lévy. Voilà, c'était un peu la discussion qu'on a commencé à avoir. En fait, donc on a des enfants avec des capacités. Maintenant, vraiment, ces besoins. Donc, on a vraiment une méthode qui va être construite pour répondre à tous les besoins de l'enfant. Donc, c'est une méthode qui est, comme vous voyez dans le livre, en fait, qui est joueur centré. Hein. Je veux dire, la méthode n'exclut aucun enfant. Tous les enfants qui rentrent, en fait, qui s'inscrivent dans un club qui applique le Foligno sont importants. Je veux dire, les éducateurs et tout l'ensemble de l'équipe éducative prennent en fait soin de l'évolution et de la progression de chaque enfant. Il n'y a aucun enfant qui est mis de côté. Hein, je veux dire, on a beaucoup de scandales ou de clubs qui jouent la compétition U9, U10 et en fait, après, on a des licences de remplissage pour pouvoir avoir des gros effectifs. Hein, je veux dire, ce qui est important, c'est tous les enfants. Hein. Donc, on est centré sur le jeu. Donc, on propose en fait des séances d'entraînement où vous avez beaucoup de formes jouées. Donc, de jouer, ça demande un enfant, il n'y a plus de file d'attente, il est toujours actif. Dans le livre que nous avons traduit, vous avez 31 variantes du jeu, donc on lui propose aussi de la variabilité. Hein. L'enfant, en fait, il vient ici pour découvrir à travers l'expérience. Il vient à l'entraînement comme un explorateur. Hein, je veux dire, à chaque atelier, un jeu différent avec des règles différentes. C'est à lui, en fait, de trouver les solutions. Je veux dire, on fait des pauses, en fait, où on pose des questions pour accompagner, en fait, sa recherche des solutions, valider, en fait, les solutions qui sont les plus pertinentes. On veut des enfants, en fait, qui soient autonomes. C'est eux qui doivent s'organiser en équipe, qui défend, comment on attaque, qui attaque. Sur l'environnement, alors un environnement de sécurité, mais qui soit très lisible. Je veux dire, on met très peu de coupelles en fait sur des séances de Foligno. Hein, on surcharge pas en fait au niveau visuel l'environnement du joueur. En fait, les informations, c'est vraiment le jeu et les quelques règles à respecter. Et enfin, bon, on a vu être compris par l'adulte. Hein, je veux dire, être toujours bien à l'écoute. Hein, de chaque enfant, peu importe son niveau. Donc, ils ont tous le droit de progresser. Si on paraphrase un peu Nietzsche, hein, chaque enfant qui n'abandonne pas progresse. Donc, si vous avez des questions sur ces besoins. Très bien, moi ça me paraît clair, on peut continuer, allez-y. On a bien en fait une méthode qui respecte les besoins des enfants, mais qui leur permet d'explorer leurs capacités. C'est clair. Donc voilà, donc avec ce qu'on a dit là, c'est qu'on voit bien que c'est une méthode qui respecte le moment de l'enfant à l'âge auquel il est, mais pour qu'une méthode, entre guillemets, soit fiable, valable, il faut qu'elle nous amène quelque part. Et ce quelque part, c'est d'être le plus efficient possible au football à 11. Hein. On ne prépare pas, à l'école de foot, on ne prépare pas les enfants pour le match du samedi, on les prépare pour le match du football à 11. Et ça, c'est aussi important à comprendre, c'est que, comme on vous avait dit, c'est Horsvein, il y avait une très grande connaissance du sport de très haut niveau, donc il fait aussi un chemin un peu à rebours de qu'est-ce que j'ai besoin au haut niveau et comment je peux amener ça chez les enfants. Hein, donc, et les amener progressivement en fait à ce football de haut niveau. Donc là, ici, on va voir un petit peu sur les comportements des enfants à l'intérieur de Foligno, si ces comportements-là ne sont pas trop éloignés des comportements qu'ils vont devoir avoir dans le football de haut niveau. Mais avant ça, il faut quand même faire une prospective pour savoir quel sera le football de haut niveau de demain, puisque comme on vous a dit, c'est pour 2030.
Donc, il faut connaître aussi un petit peu l'évolution qu'a eu le football. C'est un peu la première partie du livre, hein, où Orsvein explique un petit peu les changements qui vont s'opérer à l'intérieur du football. Donc, pas oublier que lui, il venait du hockey sur gazon, qui est un sport qui était, comme on disait, qui était plus à l'avance que le football. Donc, au moment où lui quitte le hockey sur gazon, il voit déjà le football de demain, quoi. Hein, c'est Klinsmann qui lui avait dit, il dit, mais toi, tu as 20 ans d'avance sur le football. Donc, il voyait déjà le football de demain. C'est pour ça qu'il a pu proposer ce modèle-là. Donc là, ici, pour vérifier un petit peu les comportements qu'on demande aux enfants sur un terrain de football, s'ils correspondent plus ou moins aux exigences qu'il va y avoir dans le football de haut niveau, on a commencé, en Italie, ils ont fait une expérience toute simple. Hein. D'abord, on a essayé d'aller voir sur les données quantifiables. Donc, on a fait pareil que pour les adultes, on a mis des GPS aux enfants et on a regardé un petit peu qu'est-ce que ça donnait au niveau des données quantifiables sur les chiffres qu'on pouvait avoir. Donc, à la fois sur l'intensité des actions. Hein, c'est que le sport de haut niveau, on en parle de plus en plus, de l'intensité qui n'est pas seulement physique, mais aussi mentale. Donc là, ça sera plus sur, bien sûr, l'intensité physique. Sur la nature de leurs mouvements. Est-ce que ce sont des mouvements linéaires? Donc, on voit que dans le football, les mouvements ne sont pas linéaires. On est plus sur du travail de force, accélération, décélération. Donc là, on va voir sur ce qu'on appelle tout ce qui est changement de direction, accélération, décélération. Et on va voir aussi un petit peu sur les passes. Quelles sont les passes qui sont faites dans le haut niveau? Et est-ce que Foligno peut répondre aussi un petit peu à cette problématique-là. Juste avant ça, en Allemagne aussi, il y a eu des études qui ont été faites et elles ont été faites là ici plus par rapport à le football à 8. Donc là, c'était football à 7. On avait fait un petit panneau, un petit poster, une petite publication assez provocante sur le 8 contre 8 et le cancer du football. Alors, il faut bien, c'était un petit peu provocant, c'était pour essayer quand même de faire réfléchir un petit peu sur les formats de jeu. Et comme vous avez vu un petit peu sur l'escalier de Orsvein, le 8 contre 8, il existe aussi. Hein, on n'a rien contre le 8 contre 8. Il faut juste qu'il soit fait au bon moment des enfants, au bon moment du développement des enfants. Donc là, c'était une étude qui a été faite par Matthias Lockmann en Allemagne, qui est celui qui a initié la réforme du football allemand, où on voit sur tout ce qui va être les frappes, les contrôles, les dribbles, les contacts de balle et le rythme cardiaque, on a une activité qui est beaucoup plus forte dans le Foligno que dans le football à 7. Mais je pense que là où tout le monde est un petit peu, c'est un petit peu évident, quoi, que dans un jeu réduit, dans un 3 contre 3, on aura forcément plus de touchés de balle que dans un jeu 7 contre 7. Donc, c'est quand même un modèle dans lequel les enfants vont être amenés, entre guillemets, à répéter certaines actions quand même très fréquemment. Je peux, on a une question, messieurs. Je vous laisse peut-être terminer ça. À vous de voir. Pour la première webinaire qu'on fait, c'est avec la Belgique. La Belgique, ils ont fait aussi une réforme au niveau de leur format de compétition. Pour nous, en fait, éducateurs français, c'est vraiment une grosse problématique sur laquelle on est confronté. En fait, c'est que moi, je vois à l'école de foot, c'est que tous les samedis, on doit faire des matchs à 8 contre 8. Et toute la progression que l'on peut observer chez les enfants avec la méthode Foligno n'est pas visible le samedi. Hein, je veux dire, le format de 8 contre 8, en fait, ne correspond pas en fait aux capacités en fait importantes de l'enfant. En fait, le format oblige en fait, il y a trop d'espace. Alors on a une fuite vers l'avant. Alors au début, on a les enfants qui essayent de répéter ce qu'on a vu à l'entraînement, mais après ils sont happés par un mouvement d'espace en fait, par des espaces vides. Et après, ça finit en fait comme tous les matchs de 8 contre 8, hein, où on a des grands ballons devant et on a un grand qui court plus vite que les autres et qui va marquer que des buts en lobe. Je veux dire, c'est un des aspects très compliqués pour nous, éducateurs français, avec la méthode. Et il faut être assez ferme et expliquer aux parents, en fait, vraiment les tenants et les aboutissants de cette méthode. Je pense qu'en France, on a réfléchi sur les formats de jeu,
mais de façon, entre guillemets, un peu opportuniste, quoi. On s'est dit, bon, ben voilà, on a un terrain de 11 contre 11, on le coupe en deux, ça fait du 8 contre 8. L'école de foot, ils ont un terrain de handball là, bon, ben voilà, ils vont faire un 5 contre 5 sur le terrain de handball. C'est très bien, mais on n'a pas réfléchi vraiment à quelles étaient les émergences des comportements que vont avoir les enfants à l'intérieur de ces formats-là. Hein, et c'est vraiment un format de jeu, au travers de ces règles, ils vont provoquer des émergences de jeu sur les comportements des enfants. Et si ces comportements-là, ils sont faits de façon fréquente, ça va leur donner des habitudes de jeu. Donc, les enfants vont avoir des habitudes de jeu. Hein. Et sur les formats qui sont un petit peu trop grands pour eux, ben, ils acquièrent de mauvaises habitudes. Hein, c'est en ça aussi que Horsvein avait dit que le 11 contre 11 est le cancer du football et qui avait pu dire aussi par la suite que le 8 contre 8 était le cancer du football. C'est que sur certaines catégories d'âge, ça leur donnait de mauvaises habitudes de jeu. Messieurs, 2 questions. Je vois le temps qui défile. J'ai envie de rester toute la nuit, les mecs, mais ma copine. Non, en plus, j'ai pas de copine. Mais il reste 15 minutes, donc je prends les 2 questions. Priorité à l'interaction. Marc Loris, Dauphin, qui nous dit procédé d'entraînement. Feligno, est-ce que ça match pour le foot à 11? En fait, comme dans l'image un peu des cercles qu'on avait au début, hein, c'est que on avait vu ça, c'était sur l'enfant, mais sur les formats de jeu, c'est pareil. C'est les formats 3 contre 3, il y en a dans le 11 contre 11. Des 3 contre 3, il y en a plein dans le 11 contre 11. Bah, peut-être qu'on on va passer vite fait les panneaux, on va essayer d'être très bref, on va montrer les vidéos et comme ça, on peut répondre par vidéo. Ça s'agite dans le chat. Comment? Ça s'agite dans le chat, donc on y va. Je les rassure, les gars, j'oublierai aucune question, personne ne sera mis de côté. Donc là, comme je vous ai dit, en Italie, ils ont mis des GPS aux enfants. Ils ont regardé un petit peu ce qui se passait au niveau des actions dans un temps de jeu sur du Funinho et sur des matchs de Série A. Hein, donc, ils ont fait jouer des U10 à Funinho, des adultes, et ils ont regardé par rapport à les données qu'ils avaient sur les matchs de Série A, donc des matchs 11 contre 11. Donc là-dessus, on remarque sur les chiffres qu'on est proche à la fois au niveau du nombre d'actions intenses par minute et au niveau des temps de récupération entre 2 actions. Donc ça, c'est au niveau de l'intensité. Donc je vais essayer de voir un petit peu la suite. Donc là, ici, c'était sur les comportements, on va dire pas les comportements, sur la nature des mouvements. Donc, ce qui est important dans le football, c'est qu'on a de nombreux changements de direction. Et là, pareil, donc sur le jeu Funinho avec des enfants, on se retrouve avec un nombre de changements de direction de à peu près 18 par minute, qui correspond à peu près aux chiffres qu'on a retrouvés sur les matchs de Serie A, qui ont été pris, je pense que c'était il y a 4 ou 5 ans, cette étude. Et le nombre de changements de direction intenses, c'est-à-dire que des changements de direction qui vont demander une accélération derrière le changement de direction. Hein, donc, on a bien un moment de décélération pour changer de direction et de réaccélération après le changement de direction. Et là, on se retrouve aussi avec des données qui sont assez similaires entre la pratique de Funinho sur des enfants du U10 avec des adultes professionnels en Serie A. Et enfin, sur les passes, donc là, on a été voir aussi sur l'Observatoire du football. C'est le petit tableau en bas à gauche, donc, qui calcule le nombre de passes que font les équipes pendant un match de haut niveau. Donc là, ici, on a les équipes à Bayern Munich, Manchester City, Liverpool. Donc, on a le nombre de passes qu'ils se font, mais on a surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est la distance des passes. Donc, on remarque là, ici, c'est que la majorité, l'ensemble, enfin la moyenne des passes qui sont faites au très haut niveau, elles sont entre, on va dire, 15 et 20 mètres. Hein, et là, on voulait appuyer sur de bien comprendre, là, ici, dans le Funinho, c'est cet espace qui existe entre les 2 buts. Hein, donc là, ici, vous voyez sur le petit carré roux, l'espace qui existe entre ces 2 buts est de 12 mètres. C'est la passe, entre guillemets, la plus fréquente qu'on va retrouver dans le Funinho. Alors, toutes ces distances, elles ne sont pas figées, hein, puisqu'on va de U8 à U11. Elles peuvent se rétrécir avec des U8 qui sont
avec, on va dire, avec moins de force, et elles peuvent s'agrandir avec des U10 ou avec des U11 qui ont un peu plus de force, mais il faut bien comprendre que on ne va pas les mettre à 25 mètres l'un de l'autre. On n'aura plus cet effet de vision périphérique. Si l'espacement des 2 buts est trop grand, ben quand on va aller vers un, on s'arrêtera plus forcément sur celui-ci et on travaillera plus sur cette relation de passe qui peut y avoir aussi, qui va être recherchée. Et sur le petit tableau en bas, donc sur le nombre de passes, donc on voit ainsi dans le football de haut niveau, si c'est 700 passes pour chaque équipe, ça fait 1400 passes à 90 minutes. On doit être entre 5 et 10 passes par minute, alors que dans Funinho, on se retrouve plus entre 10 et 20 passes par minute. Avec le modèle, toutes ces choses-là, on peut les accentuer au travers des variantes qui sont proposées dans le jeu. Donc, si je veux accentuer le nombre de passes, par exemple, à l'intérieur du jeu Funinho, je vais peut-être poser aux enfants, leur demander, dire, écoutez, avant de pouvoir, pour que le but soit valable, il faut que l'ensemble des 3 joueurs ait touché le ballon. Donc, on aura forcément un petit peu plus de passes. Ou alors le jeu de possession avec un joueur qui va être enfermé en bas. Je pourrais leur dire, voilà quoi, le joueur qui est enfermé en bas pourra sortir de sa zone après 6 ou 7 secondes. Donc là, on va pouvoir un petit peu aussi accentuer ce comportement-là du jeu de passe chez l'enfant. Donc là, on est sur des données, on disait que c'était des données qui étaient chiffrables, quantifiables, on a pu les quantifier. Et maintenant, on va voir, donc c'est bien beau de se faire des passes, mais ce qui est important, c'est de savoir quelles passes sont importantes de faire. Et là, on va plus être sur des données qui vont être observables. Et là, ici, sur ces données observables, on a demandé à un ami qui est Soccer of McFly de nous préparer 3 petites vidéos qu'on va qu'on va mettre. Vous partagez.
moi, je reste comme ceci. Bah, je sais pas, vous voulez qu'on on s'arrête là. Enfin, il y a 2 autres vidéos, mais bon, vous avez compris un petit peu le. Je pense, je pense qu'on a compris. Par contre, comment dire, je sais pas qui, Soccer of McFly, mais en tout cas, beau travail sur la vidéo, sincèrement. Ouais. Je pense qu'il y a. On a essayé, enfin, on lui avait demandé aussi de pouvoir essayer de matérialiser les terrains de Founignon à l'intérieur du terrain 11 contre 11 pour pouvoir, entre guillemets, enfin, dans le 11 contre 11, c'est pareil pour les enfants, c'est comme pour nous, c'est qu'il y a tellement de choses à voir que des fois, on n'arrive plus à voir vraiment ce qui est pertinent. Et enfin, là, on a essayé de montrer par rapport à ce qui se passait dans Founignon sur ce qu'on pouvait nous observer au travers des entraînements, ce que était capable, entre guillemets, de faire des enfants, qu'on avait quand même des comportements qui se rapprochaient quand même vachement d'un comportement qui dans le football qu'on voit aujourd'hui. Donc, beau travail sur la vidéo. Je remets le petit habillage à 4 pour les questions, comme ça, pour pouvoir se voir. J'ai un petit habillage comme ça. Ouais, un petit habillage comme ça. Alors, par rapport aux questions, je vais essayer de remonter un petit peu. On a répondu par rapport à la question du foot à 11. Moi, je me permets juste d'ajouter, en effet, la question, c'est quel objectif, etc. Mais dans tous les cas, ce qui est certain, essayez, que ce soit avec des seniors ou pas avec des seniors, l'adhésion sera totale. Il y a du jeu, il y aura des buts, il y aura des frappes. Ce qui est certain, c'est que l'adhésion sera totale. Et pour en revenir à la vidéo d'Iniesta, dans tous les cas, ils vont vivre des expériences. Donc, ils vont emmagasiner dans la mémoire, dans la conscience, ils vont emmagasiner des choses. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, petite question, Pierrot Creuset, qui est un éducateur de mon club, qui nous pose une petite question. La méthode Founignon sur un public de 15 ans débutant dans la pratique est-elle bénéfique, malgré les neuroconnexions moins rapides qu'un public U9, U11 ? Ah, il est allé chercher. Hein. Il est allé chercher. Non, mais c'est une super question. Bravo à lui. Je veux dire, demain, je dois retravailler avec lui, doucement sur les bras. Oui. Donc, on parlait un peu en off tout à l'heure. Tu veux dire, moi, dans mon club, en fait, on a aussi des féminines. Et en fait, c'est un public aussi qui, des fois, ne pratique pas très jeune le football. Donc, on est souvent aussi confronté dans le football féminin à des joueurs qui arrivent avec aucune pratique, en fait, auparavant. Et bien sûr que c'est conseillé, en fait, de commencer par le Founignon. Par contre, on sait que l'apprentissage sera plus lent. Je veux dire, les bénéfices du Founignon à l'école de foot seront plus importants, en fait, pour les enfants, en fait. On pourra aller plus loin avec ces enfants-là. Super. C'est important quand même de le faire, même si il est sur un groupe débutant. Je pense que c'est… alors, c'est peut-être pas faire toute la séance, tout axer de la séance là-dessus, mais il faut en faire quand même le plus régulièrement possible. Deuxième question, Olympique Marcois Football. À partir de quel âge le format 8 contre 8 est-il pertinent? Bonne petite question aussi. Alors, pour Orsvein, 12-13 ans. On a eu 13 et 14. Du coup, moi, j'ai la question et votre réponse, elle sera très certainement toute trouvée. Mais votre avis sur aujourd'hui, ce qui se passe dans les écoles de foot, notamment sur les clubs un peu plus structurés, de mettre à la moitié de saison ou le plus tôt possible les U9 en football à 8. En football à 8 ouais. On vous a montré un petit peu le tableau du Formignon jusqu'au 11 contre 11. Donc, on a Founignon, ensuite Formignon, qui peut être aussi Orsvein, on entend parler aussi du format futsal, donc à 5 contre 5. Nous, on pense que pour la catégorie U10, U11, on va plus aller sur des formats comme ça, des formats à 5. Voire, et après, U7 en U12 et football à 8 en U13. Franchement, je pense que c'est toujours pareil. S'ils n'arrivent pas à jouer un 3 contre 3, il ne faut pas les mettre dans un 5 contre 5. C'est que plus il y a de joueurs, en fait, plus il y a de joueurs, plus il y a des possibilités de relations et d'interaction. Donc, plus il y a de complexité, moins il y a de choses qu'ils vont pouvoir voir. Si on commence vraiment sur un format comme celui-ci, enfin le 3 contre 3, et que les enfants apprennent et que leur apprentissage soit consolidé dans le temps, parce qu'on leur a fait quand même suffisamment longtemps pour que leur apprentissage soit consolidé, je pense qu'ils seront plus à même de pouvoir voir d'autres choses par la suite.
On est d'accord. Damien qui nous dit, c'est pas forcément une question, mais une petite remarque. Même problématique pour le football féminin, pour le format féminin senior. Le terrain est trop grand pour que le jeu se développe chez les féminines. Je le rejoins pour coacher également des seniors filles. Je le rejoins là-dessus. Soufiane Chérif qui nous dit, où sont les coups de pied arrêtés? Où sont les coups de pied arrêtés? Je vous laisse répondre. Moi, j'ai mon avis sur la question, mais allez-y, je vous laisse répondre. Enfin, nous, en fait, le jeu pour nous, c'est quand justement le ballon n'est pas arrêté. Hein, c'est quand comme le ballon il commence à tourner sur le terrain, c'est là où on prend vraiment. Où le jeu prend toute sa dimension. Bien sûr. Donc, il faut essayer qu'il y ait un maximum de temps de jeu. D'ailleurs, dans Founigno, les remises en jeu, elles se font soit par une passe, soit par une conduite de balle. On n'est pas obligé, ils peuvent rentrer comme ça directement dans le terrain. Tout ça, c'est des problématiques qu'ils vont voir plus tard au niveau stratégique. La stratégie, ils vont pouvoir la voir à partir de 16, 17 ans. Surtout ça. Je pense que là, ils pourront commencer à réfléchir vraiment sur les coups de pied arrêtés. Il nous dit également, ce qui est intéressant avec le Founigno, c'est qu'on trouve rarement des passes droites. Les passes un peu à plat, les passes dangereuses. C'est vrai que ce format A3 en triangle permet les angles de passe et je le rejoins totalement. Ils retrouvent une forme qu'ils arrivent quand même rapidement à comprendre, les enfants, qui est le triangle. À identifier. Mais je veux dire, bon, le triangle, ça nous paraît simple, on est des adultes. Je veux dire, quand on est confronté avec des enfants, je veux dire, il y a quand même un enfant qui me posait, je fais, ouais, mais à part le triangle, il y a quoi comme autre forme quand on est trois? Eh bien, on a le aligné. Hein, quand on est aligné, je veux dire, c'est une des grosses problématiques du football, je crois, c'est que ces joueurs soient jamais alignés. Ça veut dire qu'on travaille vraiment entre 8 et 11 ans de refuser en fait cet alignement. C'est toujours se regarder entre coéquipiers pour toujours former un triangle. Je veux dire, c'était Pierre Mazet qui parlait voilà, des principes de jeu, c'est de dire, voilà, l'entraîneur dit, on va jouer en triangle. Je veux dire, c'est pas si simple de jouer en triangle. Je veux dire, on a 31 jeux, on a 31 variantes de triangle avec Founigno. Je veux dire, ça, c'est la version, c'était une des premières versions. Je veux dire, Orsven, il y avait 54 jeux à la fin de sa vie. Donc, il y avait 54 triangles à jouer. Je veux dire, on voit que c'est vraiment un long chemin, en fait, pour que nos joueurs de haut niveau, notre équipe Fagnon adulte, arrive sur le terrain et dit, bah voilà, nous, notre équipe, les triangles, eux, ils assurent. Je veux dire, c'est vraiment un travail depuis l'école de foot jusqu'au senior. Je veux dire, le jeu en triangle, ça peut paraître simple, mais c'est vraiment… Il y a de quoi travailler dessus. José qui nous dit le 3 contre 3 est le format idéal pour développer la spectacle chez les jeunes. Le jeu à 2, à 3 doit être maîtrisé à la sortie de l'école de foot. Entièrement d'accord. Marc Loris qui y ajoute ou dépasse en diagonale par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est clair. Kevin Clément, la notion de prise de risque et d'initiative est aussi très importante. Encourager et entraîner avec Founigno, Lilian, c'est complexe, etc. Question du coup. Cédric qui nous dit comment est réparti le temps de Founigno par séance d'entraînement? Le mettez-vous en place à chaque séance? Si oui, combien de temps? J'ai envie de dire que ça dépend certainement de la catégorie qu'on évoque. Mais je vous laisse répondre. Enfin, moi, sur l'école de foot, en fait, de U8 à U11, tout est dessiné de la même façon. En fait, c'est des ateliers différents en fonction des âges. On a 4 ateliers de 15 minutes où les enfants, on fait des groupes, on faisait des groupes de 8 et ils tournaient en fait en fonction des différents ateliers. On aura des 3 contre 3, on aura des 2 contre 1, des 3 contre 1, des 3 contre 2, des 3 contre 0 en fonction des différents ateliers. Des 2 contre 2 ou des 1 contre 1 aussi. Ouais. Et j'allais dire que… En général, il y a forcément 1 voire 2 jeux Founigno dans la séance. Donc, plus ou moins la moitié de la séance est sur un des jeux Founigno. Et j'allais dire que si les gens veulent découvrir un peu plus des procédés, c'est là où Bastien va nous sortir le livre de Dessous le coude. Si les gens veulent… Voilà, clac, hop, la petite page de pub, passe à droite. En diagonale. Plus en 1 ou 2 comme ça, là. Juste un petit comme ça, histoire de… En 30 secondes, clac, clac. Tu fais juste, tu tournes, tu détournes. Le temps d'afficher encore les 2 dernières questions. Est-ce que la méthode Founigno est compatible avec d'autres méthodes comme Corver, par exemple? Est-ce que cela peut-il être bénéfique? Alors, Corver, on sait que Corver, il a beaucoup évolué quand même entre le début du Corver et ce qu'il est devenu le Corver. Corver, c'est quand même devenu de plus en plus proche avec Founigno. Entre guillemets, il y a une petite différence d'approche au départ. Hein, c'est pas forcément sur les jeux, sur l'approche.
Korver, il part du principe que l'enfant doit d'abord maîtriser le ballon avant de pouvoir jouer. Hein. Et Orsven, c'est l'enfant doit d'abord maîtriser le jeu avant de pouvoir jouer. Donc, c'est d'être dans le jeu avant de devoir maîtriser la balle. Hein, c'est pour ça que le football commence dans la tête et termine dans les pieds. Hein, donc, c'est une question d'approche, on va dire philosophique, des deux méthodes. Mais il y a des jeux qui se ressemblent énormément. Il y a des 1 contre, nous, on fait des 1 contre 1. On joue beaucoup avec 2 buts aussi sur les 1 contre 1. Et c'est des jeux qui ressemblent fort avec certains jeux de la méthode Korver, sans problème. On est d'accord. L'avant-dernière question. Peut-on faire Funinho toute une séance, 1h30, Funinho, boum? C'est l'intensité. Ouais. Alors, il faudra varier. Est-ce que Funinho, 1h30 avec, entre guillemets, donc normalement, c'est 3 joueurs plus un remplaçant qui joue sans cesse, ça va être un petit peu compliqué. On peut le faire sur des festivals, mais il faut avoir des temps de repos quand même entre 2 matchs. En général, un match dans un festival, ça dure entre 5 et 10 minutes, en général 7 minutes. Et il faut quand même essayer d'avoir au moins 5 minutes de temps de pause entre les 2 matchs parce que c'est quand même exigeant au niveau des demandes. Oui, comme on a vu sur les différents tableaux, c'est la même intensité que de la Serie A. Hein. Je veux dire, même des adultes, je veux dire, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, c'est super exigeant au niveau physique. L'ultime question, à partir de quelle fréquence par séance, semaine, mois, Funinho devient-il efficace? Alors, des changements au niveau des comportements footballistiques des joueurs, on peut dire 3 mois. 2-3 mois. 2-3 mois. Après, on est d'accord que là, on vous force, en mettant cette question, on vous force à vous positionner sur une date, etc. On est tous d'accord que c'est quelque chose qui est complexe. C'est à partir de combien de temps j'arrose une plante, elle poussera, peut-être qu'elle ne poussera jamais. Non, mais je veux dire, c'est au niveau, on parle vraiment au niveau des comportements. Hein, ouais. On a plus d'enfants qui voient le ballon arriver, qui dégagent, qui essayent déjà de faire des contrôles, qui essayent de prendre des informations. Je veux dire, on ne dit pas encore que c'est efficace. Mais je veux dire, moi, je suis dans un club je veux dire, amateur où on n'a pas de sélection de joueurs. Donc, on a des joueurs des enfants qui n'ont pas de pratique, qui ont des niveaux même de motricité générale des fois très faibles. Et là, on voit franchement des changements. Je ne dis pas que ça va être des grands joueurs, mais comme je vous dis, c'est chaque enfant est important qui s'inscrit dans le club. Et pour nous, c'est des réussites. Hein, je veux dire que l'enfant qui quitte notre club et qui a senti qu'il s'est développé, qui a progressé, qui a une attitude différente à l'arrivée à l'entraînement, qui part avec le sourire, qui a tout donné, je veux dire, pour nous, c'est la plus grande des réussites pour un club de foot. On ne peut pas prévoir, en fait, le devenir d'un enfant. Peu importe ton niveau à 10 ans ou 11 ans, je pense que c'est pas… on ne peut pas faire de prévision là-dessus. Ça me fait penser, et on terminera par ça, hein, une image qu'on avait mise sur Control Pass en disant que dans une casserole, dans une poêle de popcorn, tous les grains vont éclore quand on ne sait jamais, mais dans tous les cas, la poêle fera éclater les grains. Donc, c'est pas parce que votre enfant, c'est l'image, hein, pas parce que votre enfant n'éclot pas qu'il n'est pas comme tous les autres. C'est juste que ça viendra plus tard. Et je pense que Funinho permet en fait justement un peu comme cette poêle. On a trouvé une métaphore, les gars. Celle-là, je vous la donne. Si on se tient au courant, mais voilà. Pour finir, Bastien, Julien, est-ce qu'il y a un petit mot pour clôturer cette riche intervention? Non, moi, le seul mot, c'est merci pour avoir pris ce temps de faire découvrir, parce que je pense que la présentation était plutôt complète sur cette notion, sur d'où vient l'idée de créer justement ce fameux jeu de 3 contre 3. Donc, franchement, je tenais à vous remercier d'avoir pris du temps pour expliquer à nous 3 déjà, puis aussi aux personnes qui nous regardent cette méthode. Merci à vous pour l'invitation. Ça fait avec grand plaisir. Julien, est-ce qu'il y a un mot? Moi, franchement, je trouve ça super intéressant. En plus, c'est vrai que par rapport à mon parcours, c'est quelque chose qu'on voit très souvent, l'intégration du foot à 8, très, très, très jeune. Je pense même à des U8, des fois qui ont été surclassés en U9 parce qu'ils avaient un très haut potentiel et finalement, on leur fait plus mal qu'autre chose. Et j'irai même plus loin parce que quand je vois un peu comment vous expliquez la méthode, comment ils voient les choses sur l'apprentissage, etc., je me dis aussi que je pense que l'adulte, en fait, quelque part, par moment, il a besoin aussi d'apprendre comme l'enfant. Ça veut dire d'avoir de la liberté, de pouvoir être dans le moment présent. J'ai bien aimé tout ce que vous avez mis sur ce plan-là.
Et du coup, je pense que faire des 3 contre 3, faire du Funinho sur des seniors, ça peut être vraiment des moments qui peuvent être pour ça. Et voilà, quoi. Franchement, pour moi, c'est. Après, on a vraiment deux types, on va dire, d'adultes. Hein. On a l'adulte en tant que joueur, tu vois, l'équipe senior, où ça peut être aussi pour l'entraîneur aller rechercher justement ses relations joueurs. Hein, veut dire, c'était hier, on parlait de l'objectif de Guardiola, c'est Mahrez. Nous, on pense que l'objectif de Guardiola, c'est la relation Mahrez-Bernardo Silva. Hein, c'est relationnel. Hein, ça veut dire les deux, ça match, ils comprennent leurs mouvements, leurs feintes, etc. Ils se sentent. Ouais, ils se sentent. Et je veux dire, et pour du haut niveau, on a besoin de connaître aussi ça. Et dans quel format on pourrait mieux connaître ça? Et où ça peut arriver fréquemment pour qu'on puisse l'observer. Hein, et après, deuxièmement, l'autre adulte, qui est nous en tant qu'éducateurs, pour apprendre vraiment qu'est-ce que le jeu, qu'est-ce qui se passe. Je veux dire, faire du Funinho avec des équipes, ça nous change complètement le regard du football. Je veux dire, on n'est plus en fait sur des graphiques en fait avec des lignes. On voit vraiment sur le 3 contre 3, on est vraiment sur du dynamique de jeu. Hein, je veux dire, nous sur la première vidéo, on avait voulu mettre un focus en fait ce qu'on appelle le soutien, hein, celui qui va être en bas du triangle, qui va orienter le jeu à la paire de balles, qui va venir presser et fermer les angles de passe. Et là, si on peut se permettre, pour remercier aussi notre ami, si on peut venir sur la dernière vidéo, hein, là, c'était sur un autre aspect du jeu en triangle qui était l'appui. Et je trouve qu'il y a vraiment des très belles choses aussi avec l'appui. Et comme ça, on se dit au revoir sur des belles images de football. Ça vous va? Impeccable. Ouais, bien sûr. Non, merde. Voilà. Beau travail. Le micro ne marchait pas, pardon. Le micro, j'avais coupé le micro. Merci beaucoup à vous, messieurs. Encore un gros travail sur la vidéo. Merci pour le partage. Là, j'ai encore des commentaires hein, qui tombent où les gens pourraient les consulter. Je suis un Abdelkouatou, c'était sympa. Depuis que j'utilise régulièrement, la progression est avérée, associée à la complexité de Pierre Sage. Les U11, 7, U13 adorent. Merci beaucoup. Donc voilà, merci à vous, hein, messieurs, encore une fois. Merci à vous, merci à vous. Merci pour ceux qui ont commenté. C'était super, encore un bon moment de partage. On enchaîne demain avec Nicolas Rimbaud.
spécialiste dans le leadership, dans le mindset, dans le management, tout un tas de choses aussi très intéressantes. On va parler de l'ego de l'entraîneur. Ça va être intéressant demain aussi. Donc voilà, soyez avec nous. Merci beaucoup à tout le monde. Et puis on se dit demain 19h, c'est ça les gars? 19h? Ouais. Je vais mettre le réveil parce que je fais une sieste à 14h là, donc voilà, je vais mettre le réveil, y a pas de souci. À demain, à tout le monde. Oh. Hop.